Bien, bonsoir, bienvenue au Presse Club pour ce débat que nous avons intitulé ce soir « Retraite, travail, dette, les boomers ont-ils laissé la France en ruine ?» Pour débattre de ce sujet ce soir, deux personnes dont vous connaissez évidemment les visages et les voix. Tout d'abord François de Closet, bonsoir. Bonsoir. François, je rappelle que vous êtes homme de médias, essayiste, auteur de La parenthèse Boomers. C'est aux éditions Fayard, et je pense qu'on va parler évidemment du contenu de ce livre. Et pour débattre avec vous, Laurent Geoffrin, que je salue également. Bonsoir Laurent. Bonjour. Journaliste, éditorialiste à CNews et fondateur du mouvement Engageons-nous. Beaucoup de choses vous opposent, peut-être pas tout, mais pas mal de choses. François de Closet, vous condamnez dans ce livre, on va dire, la démagogie, la procrastination. Vous estimez que la génération les boomers est une génération d'enfants gâtés qui a été aux commandes du pays depuis 50 ans et qui, en quelque sorte, n'a pas préparé l'avenir et a provoqué le déclin de la France. Et j'imagine, Laurent Geoffrin, que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la présentation que je viens de faire du contenu du livre. Enfin, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes d'accord avec elle est très fidèle au livre, mais je ne suis pas d'accord avec le livre. Voilà, avec le contenu du livre. Alors, on va commencer avec vous, François de Closet. Vous ciblez donc les boomers dans ce livre. C'est une génération qui a tout demandé et tout obtenu. Dites-vous, qu'est-ce qu'elle a demandé et qu'est-ce qu'elle a obtenu qu'elle n'aurait pas dû obtenir? Écoutez, c'est très simple. On part de la France, disons, de 1970. Alors, on dit la France, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait, c'est indiscutable, que c'est le pays au monde qui, je dirais, est le plus naturellement doué pour la prospérité. Il y a tout, c'est une honte de voir comment le Créateur a accumulé sur l'Hexagone le climat, l'histoire, la population. Il y a tout pour que ce pays soit riche, prospère. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on demandait aux gens quel est le pays où il fait le meilleur vivre, la France. La France, après leur pays évidemment, tout le monde plébiscité, c'est en France qu'il fait le plus bon vivre. Et deuxièmement, où en était la France en 1970? Eh bien, il ne faut pas nous poser la question à nous, parce que la question a été posée par les Américains du Hudson Institute. Ils faisaient de la futurologie et ils avaient lancé des enquêtes pour voir quel était le futur des différents pays, notamment des pays européens. Et ils étaient revenus en Californie en disant, mais en Europe, il y a un dragon qui va bouffer tout le monde, qui va dépasser tout le monde, qui va être le pays le plus riche, c'est la France. Et effectivement, quand on regarde la France sortie de l'ère gaullienne, c'est un pays qui a les finances les plus solides du monde, qui a un taux de croissance qui est de l'ordre d'à peu près 5% par an, qui a tout pour réussir. Bien. Et c'est ce pays que la génération qui est née au lendemain de la guerre, qu'on va appeler les boomers, on les appelle les boomers parce que c'était le baby-boom. Alors, toujours après la guerre, on fait après la guerre les enfants qu'on n'a pas fait pendant la guerre. Donc, il y a une augmentation des naissances. Simplement, là, au lieu que ce soit 1 an ou 2, ça a duré. La France a persévéré dans les 800 000 naissances par an pendant un certain nombre d'années. Donc, nous avons là des générations extrêmement nombreuses. Et donc, ceux qui sont nés à partir de 45-50 vont prendre le pouvoir dans les années 70. Et donc, ils partent et ils vont rester pendant 50 ans, de 1970 à 2020, ils vont rester au pouvoir, ils vont tenir la France. Et donc, on a vu le pays le plus doué au monde. Et cette période, qu'est-ce qui la caractérise? Entre 1970 et 2020, il n'y a eu aucune catastrophe, aucune guerre, aucune épidémie. Je vous rappelle que la guerre d'Algérie était finie. Aucune épidémie, rien. L'histoire qui est tragique, l'histoire qui nous fait aller d'une catastrophe à la suivante, l'histoire s'est mise en hibernation.
Pour la première fois, ça n'est jamais arrivé pendant 2000 ans, la France vit sans drame majeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la conjoncture, hein, mais si vous voulez, les chocs pétroliers par rapport aux catastrophes qui ont ponctué l'histoire, c'est quand même peu de choses. Donc, pendant ces années, cette France si prospère a devant elle 50 années sans aucun drame. Et dans quel état se retrouve-t-elle en 2020, lorsque l'histoire revient, d'abord avec l'épidémie, puis avec la guerre? Cette fois c'est fini, l'histoire s'est réveillée, et c'est pourquoi j'ai dit la parenthèse. Alors juste, pourquoi parenthèse? Parce que la particularité de la parenthèse, c'est qu'elle n'existe que quand elle se ferme. C'est-à-dire, à un moment, vous vivez comme ça, bah oui, c'est comme ça, puis tac, ah, tiens, c'est fini, tiens, on était dans une parenthèse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que nous avons eu tendance à penser que le fait qu'il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de famine, il n'y avait plus d'épidémie, c'était acquis pour toujours, c'était normal. Hein, tout ça, c'était du vieux temps. Donc, effectivement, on a pensé ça, puis tout d'un coup, une épidémie, ça existe ça, les épidémies. Il y a une épidémie, une guerre, ça existe ça, les guerres. Là, la parenthèse, et tout à coup, on comprend qu'il y a une parenthèse de 50 ans dans l'histoire de France, pendant laquelle l'histoire tragique s'était mise en hibernation. Et nous avons vécu doucement, sans plus traverser des tempêtes. Et pendant cette époque, pour ne prendre que cet exemple, et encore une fois, c'est qu'un exemple, la finance n'est qu'un exemple, mais ça fait partie du tableau de bord. Dire que ça n'a pas d'importance, la finance, ben, c'est l'idée qui a dominé. Hein. On peut faire n'importe quoi avec la finance. Non, la finance reflète quelque chose. Et on sait que dans le passé, la France s'est surendettée quand? Lorsqu'il y a eu des guerres. Il faut savoir quand il y a une guerre, une vraie guerre, hein, pas une expédition militaire, une guerre, une vraie, eh bien, le vainqueur ou le vaincu s'endette toujours monstrueusement. C'est normal. Bon. Mais là, la France a réussi à s'endetter comme elle n'a jamais été endettée, sans la moindre guerre. Les boomers ont été plus forts que tous leurs prédécesseurs. Ils n'ont pas eu besoin de guerre. Ils ont endetté le pays d'une façon folle. Et dans l'ensemble, je crois que je ne prends que cet exemple, on prendra les autres. Je ne veux pas prendre l'exemple écologique. Je ne l'ai pas retenu pour la raison simple. C'est qu'il faut le reconnaître, toute notre génération, nos générations, ont effectivement négligé toutes les alertes qu'on nous faisait sur le climat, sur tout ça, mais les Français sont pas pires que les autres. Hein. Donc, j'oublie le problème écologique. Mais sur les problèmes et questions économiques et sociales, voire sur le fonctionnement de la démocratie, là, oui, on a une régression terrible et qui donc ne s'explique pas par le fait qu'on a eu des crises, mais s'explique, pour moi, par le fait qu'on n'a pas eu de crise. C'est parce qu'il ne s'est rien passé que la France n'a eu aucun défi majeur à relever dans ces 50 ans. C'est à cause de cela qu'elle s'est laissée aller, qu'elle a cédé à la facilité et qu'elle est passée de cette nation dominante de l'Europe qui était au niveau des pays du nord germaniques ou scandinaves, aux pays tout à la traîne, aux pays du Club Med. C'est précisément parce que c'est un piège de n'avoir aucun défi à relever. C'est un piège. Vous pouvez soit en profiter pour, soit au contraire vous laisser aller les délices de Capoue. Je crois simplement que cette génération a cédé à la facilité et maintenant il nous faut la relever. Voilà. Alors cette génération, Laurent Geoffrin y appartient. Hein, je vais dire votre âge parce que vous ne le faites pas. Comme ça, vous êtes né en 1952. Oui. Est-ce qu'il y a Moi, je suis plus âgé, je suis la génération. Il y a une génération avant. vous, hein. Lui, il est en plein dedans. Voilà, il y a 18 ans, je crois, de différence. Ah, oui, voilà, il est en plein dedans. Ça ne se voit pas.
ça ne se voit pas non plus. Non mais, Laurent, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit François de Closets. Oui. Est-ce que vous estimez appartenir à une génération qui a été vernie, voire, parce que c'est ça qu'il y a derrière ce propos, voire égoïste? Non. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est vrai que je suis né en 1952, et je suis donc de l'année où... On te pardonne. Non, je dis pas ça pour m'excuser, mais au contraire. Mais donc c'est l'année où il y a le plus de bébés dans toute l'histoire de France. Depuis toujours. Et depuis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus de bébés après. C'est l'année où il y en a eu plus, 1 million, je crois, 900 000 et quelques. Et donc ce livre a été écrit, c'est 300 pages, minutieusement, volontairement, a été écrit contre moi. Oui. Justement, je vous demande de vous défendre. C'était mon introduction. Alors, je vais me défendre de la manière suivante. Je pense que j'ai toujours beaucoup aimé les livres de François. J'en ai même fait du papier souvent, et je me fais des pages entières sur. À l'époque, c'était longtemps, hein, c'était toujours plus. On avait fait, je crois, un numéro spécial de Libération sur toujours plus. C'était incroyablement bien vendu à l'époque. Ah oui, c'était un phénomène, un séisme, compris pour la gauche d'ailleurs, parce que c'était aussi dirigé, pas politiquement, mais Non. un peu Une des contre la gauche. raisons qui a fait, juste pour dire, Ouais. le succès incroyable de ce livre, parce qu'en fait c'était un livre Sciences Po, on en a vendu plus d'1,5 million d'exemplaires, c'est une histoire de fou, et qui tenait en partie au fait qu'on n'arrivait pas à savoir si c'était un livre de droite ou de gauche, il y a de droite ou de gauche, Oui, c'est vrai. et Pas bon. ça m'a beaucoup aidé, et on oublie, on reprend. Mais alors, je suis d'autant plus à l'aise pour dire que, alors sur celui-là, je suis en désaccord, mais alors point par point, sur l'ensemble, sur tout. D'abord, je pense qu'il y a une erreur de date. Une erreur de date. Moi, donc, je suis né en 1952, et donc, je représente le boomer archétypal, quoi. Ce qui veut dire qu'en 1970, quand les premières erreurs ont été commises, si j'ai bien compris, j'avais 18 ans. 18 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'avais aucun pouvoir. Étudiant, je venais d'avoir le bac, je votais. Et c'est tout. C'est un pouvoir déjà de voter. Oui, d'accord. Enfin, je votais comme 50 millions de Français, un 50 millionième d'influence. Or, toute la thèse du livre repose sur le fait qu'à partir des années 70, les baby-boomers sont au pouvoir, mais ils ne sont pas du tout au pouvoir. Ils sont à la fac, pour ceux qui ont eu la chance de faire des études, où ils viennent de démarrer leur carrière. Ils n'ont absolument aucune influence. La preuve, c'est qu'en 1970, qui est au pouvoir, en tant que je me souvienne, c'était Pompidou. Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, etc. Enfin, tout le personnel politique, vous prenez tout le patronat, vous prenez toute l'administration, il n'y a aucun boomer là-dedans. Et pourquoi les boomers, ils ont 20 ans? Comment voulez-vous qu'ils aient une influence? Ils ont acquis de l'influence beaucoup plus tard. Les choses ne sont pas Par faites définition. en un an, elles se sont faites en plusieurs années. Les Oui, boomers d'accord, dont vous parlez à la fin des années 70. Prenons la fin des années On prend un peu plus 70. d'importance. Prenons la fin des années 70. En 81, la gauche gagne. C'est pas des boomers. François Mitterrand est né en 1916, Pierre Mauroy est né avant la guerre, Gaston Defferre avant la guerre, Jacques Delors avant la guerre. Il y a un boomer, un seul, c'est Fabius, dans le gouvernement. C'est le seul. Tous les autres sont beaucoup plus vieux. Ils sont d'ailleurs presque tous morts maintenant. Et ces décisions qui ont été prises en 81, qu'on peut stigmatiser par ailleurs, je ne me prononce pas sur savoir si la gauche avait raison ou tort, ça n'a pas été pris par des boomers. Alors comment est-ce qu'on peut faire le procès des boomers alors que les décisions qu'on vise ont été prises par la génération d'avant? C'est quand même bizarre ça. Et attendez, je n'ai pas fini. Après on dit, bon voilà, oui, pour terminer le petit historique, en fait les boomers sont arrivés au pouvoir plutôt à l'époque de Jospin, qui lui-même était un boomer un peu vieux. Et c'est là où il y avait Strauss-Kahn, Aubry, etc., qui effectivement entrent dans la définition. À l'aube des années. Donc c'est 2000. Donc quand on dit ça fait 40 ans ou 50 ans qu'il y a des erreurs commises par les boomers, non. Il y en a, on peut dire 20 ans. D'accord. On peut discuter pendant 20 ans, est-ce qu'il y a eu des erreurs, mais pas celles d'avant. C'est injuste de dire ça. On ne peut pas m'accuser, moi, quand j'avais 25 ans, je débutais comme journaliste à l'AFP, d'avoir influé sur les grandes décisions
industrielle, économique, politique, sociale, etc. Rien du tout. Et tous les boomers sont exactement dans le même cas. Ils ne sont que des électeurs. Voilà. Alors, bon, on peut dire qu'ils ont mal voté, ils n'ont pas voté dans le bon sens, ou ils ont fait pression, d'accord. Enfin, prenons l'exemple de la retraite à 60 ans. Mitterrand est au pouvoir en 80, il fait la retraite à 60 ans. Ce qui est un des éléments essentiels du réquisitoire contre nous. Puisque la retraite étant à 60 ans... La retraite pour tous. La retraite pour tous à 60 ans, on en bénéficie. C'est vrai. Mais on n'est pas les seuls. Quand Mitterrand met la retraite à 60 ans, ça s'applique très vite à des gens qui ne sont pas du tout des boomers. Il ne l'a pas fait pour les boomers. Les boomers, ils avaient 20 ans. Ils ne pensaient pas à la retraite. Moi, quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas à la retraite. C'est pas mon problème. Et les gens qui ont bénéficié, notamment les ouvriers qui avaient commencé tôt et qui ont pu partir à 60 ans, parce que leur espérance de vie était de 65 ou 64, 65. L'espérance de vie, on a gagné 10 ans quand même, par rapport à cette période de désastre absolu que décrit François de Closet. On a gagné 10 ans d'espérance de vie, c'est quand même un résultat. C'est pas mal. Je veux dire, oui, vous avez tout raté. Non, c'est pas tout. C'est comme la paix. Vous étiez privilégié, vous étiez en paix. Bon, alors là, pour le coup, on y a participé, c'est une génération européenne, de droite et de gauche. Elle est pro-européenne. Alors, c'était symbolisé par le fait qu'au moment du référendum, Hollande et Sarkozy, chef du Parti socialiste, chef du Parti de droite, ont été sur la même affiche pour voter pour l'Europe. C'est une génération européenne. C'est ça qui a fait la paix. C'est pas tombé du ciel, la paix. C'est l'Europe qui a fait la paix. C'est grâce à l'Europe, effectivement, on a eu une période de paix de 70 ans qui est inconnue dans l'histoire de France. Inconnue. Avant, il y avait des guerres tout le temps avec les Allemands, avec les Anglais. Comme disait Mitterrand dans son discours au Bundestag, il y a un pays, je crois qu'il y a un pays en Europe avec qui la France n'a pas fait de guerre depuis longtemps, c'est la Suisse. Tous les autres qui ont fait la guerre avec l'Espagne, avec l'Italie, avec le Portugal, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec la Suède, on a fait la guerre avec tout le monde. Les Russes, tout ça. Depuis qu'on a fait l'Union européenne, ça n'existe plus. C'est pas un privilège, on l'a construit. Après d'autres, c'est pas nous qui l'avons fondé, mais on l'a construit après d'autres. Et donc l'histoire de la retraite à 60 ans, ça s'est appliqué à des gens qui étaient nés avant la guerre, massivement. Puis ensuite, au fur et à mesure des générations, les boomers en ont profité, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc, entre-temps, il y a plein de générations qui ont bénéficié de cette réforme, qui n'est pas faite par des boomers pour des boomers, qui a été faite par des Français, qui ont voté pour la gauche, et la gauche a fait la retraite à 60 ans. Tout le monde. Pas pour les boomers. Alors, si on évite de nommer les coupables, est-ce qu'on peut dire que la France a été mal gérée depuis les 1970 ? Non. Il faut reprendre ce que dit Laurent. Qu'est-ce que j'entends par génération ? On peut faire une chronométrie ou une chronologie. On peut faire une chronométrie année par année, de telle année à telle année, il se passe ceci, il se passe cela. Bon. Et on définit par chronométrie les générations, de là à là, il y a une génération, puis après c'est une autre. On peut faire aussi une chronologie, c'est-à-dire faire des générations historiques. C'est des générations au contour extrêmement flou, mais où les gens ont été en quelque sorte pris dans une histoire commune, avec des visions communes, avec une action commune, avec une problématique commune. Et je prends un exemple. Les Français du début du XIXe siècle étaient tous persuadés qu'il fallait relever la France, qu'il fallait conquérir, libérer l'Alsace-Lorraine, que la France devait s'étendre la civilisation dans d'autres pays. C'était les idées, les visions. Alors, je me fous de savoir s'il y avait des gens qui prenaient cette vision et qui avaient 75 ans, donc qui étaient vraiment des gens nés au siècle précédent, d'autres au contraire qui avaient 30 ans. C'est cette histoire qui pour moi fait cette génération. Et si on est dans 1930, dans les années 30, les Français sont persuadés que surtout, non,
il ne faut plus jamais de guerre, qu'il ne faut plus dans l'armée, c'est fini, on ne veut plus en entendre parler. Et parmi ces gens, il y en a qui sont décalés de 40 ans. Et pour moi, c'est une conception. Et évidemment, je peux me faire taper sur les doigts par la comptabilité démographique et me dire « Ah non, là, il a 50 plus, là, il a 3. » Je me fiche. Il y a des grandes vagues historiques. Et donc, on a eu comme ça une vague historique à partir de 1945 qui a redressé le pays, reconstruit la France. Et après, qui commençait à partir en boudin avec la 4e République. Puis on a eu une vague historique autour de Gaulle à partir de 1958 qui a repris la France. Puis après, les vagues suivantes ont, à mon avis, c'est très simple. De Gaulle avait mis les Français au service de la France. Ses successeurs ont mis la France au service des Français. C'est aussi bête que ça. Hein. Avec ça, vous voyez la différence. Et donc, tu as raison de dire que, par exemple, en 80, ceux qui dirigeaient n'étaient pas nés après la guerre. Tout à fait vrai. Mais ceux qui les poussaient, eux, pour l'essentiel, c'était les gens de 30-50 ans qui, eux, était bien à peu près la génération des boomers. Donc, dire qu'à la tête, par exemple, De Gaulle, en 1960, c'est un homme qui est quasiment de l'avant-guerre. Non, il représente une force qui va emporter toute la France pendant une décennie, faire que cette France va de l'avant, accepte les disciplines, etc. Et à sa tête, il y a un vieux bonhomme qui ne représente pas l'âge des Français qui le suivent. Et donc, de cette même façon, moi j'ai pris cette idée de la génération boomer, venir me dire, et je le reconnais bien volontiers, qu'à la tête de cette génération, bien sûr, c'est pas tous les jours qu'on fait la révolution et que les leaders ont 20 ans. Hein. Ça s'est trouvé dans la Révolution française qu'on avait des leaders qui avaient entre 20 et 30 ans. C'est quand même pas la règle. La règle, en général, c'est qu'il va y avoir une poussée, un paradigme nouveau qui s'impose, qui emmène tous les gens de, je dirais, 25 à 40 ans, et qui s'incarne dans des gens qui, bien souvent, vont avoir 50, 60 ans, et seront, si on chronométriquement, de la génération précédente. Je m'en fous. Pour moi, je prends le sens historique, et une génération historique, en général, pousse des hommes qui, effectivement, sont de la génération précédente et qui vont incarner la nouvelle génération. Donc, et d'autre part, je n'ai pas une attaque contre telle ou telle personne, ou tel âge. Moi, d'un mot, tous les livres que j'ai faits, je partais sur le plan économique, politique, social, la gauche, la droite, le patronat, les syndicats. Et là, j'ai eu l'impression, quand c'est une erreur, que j'avais loupé un truc essentiel, le phénomène générationnel. Et je m'en suis rendu compte d'autant plus qu'il faudra y revenir. Nous découvrons maintenant le phénomène de base qui travaille la société française, qui est le vieillissement. Et on va le découvrir, on le découvre tout doucement, il nous a travaillé, on ne l'avait pas vu. Phénomène générationnel, on ne l'avait pas vu, et le vieillissement, on ne l'avait pas vu. Et là, il faut les voir. Et il faut voir le phénomène générationnel, parce que effectivement, il se fait des décalages, parce qu'on n'a pas su équilibrer entre les générations les solidarités, et que je pense que nous allons arriver, si on ne corrige pas, à des tensions dramatiques, étant donné le coût monstrueux que va représenter la population vieillissante pour les actifs. Et là, ça va exploser. Et donc, ce livre,
c'est pour dire, et je me fiche de savoir, oui, il y en a qui sont d'une génération, moi je ne suis pas un boomer, et là, j'aimerais bien être comme toi, et malheureusement je ne suis pas un boomer. N'empêche que j'ai vécu toute cette période, je m'y place, je ne peux pas me considérer comme étranger à cette période, parce que quand même, je suis de 33, moi, hein, je ne suis pas de 45. Mais l'analyse de génération, c'est une question d'âge. Non, c'est une question historique, je pense que je l'ai bien définie. Donc tu as entièrement raison. Dire c'est pas mais pas si tu prends la notion de génération génération au sens que je lui ai donné, au sens historique, il y a bien eu une France qui a relevé, une génération qui a relevé la France en 1945, une génération et qui ensuite l'a mise en mauvaise situation, une génération qui a construit la force de la France dans les années 60, et puis une génération ensuite qui, dans les 50 années suivantes, a défait tout ce qui avait été fait pour ce truc si simple. Les Français étaient au service de la France a été au service des Français. Voilà mon point de vue. Alors, effectivement, cette critique, mais je la comprends très bien. Pourquoi j'explique le point de vue. Hein? Et si on voit les choses de ce point de vue, je crois que ce n'est pas discutable que la France des années 60 a, dans les années 70, basculé dans autre chose et qui va peu à peu correspondre à l'émergence d'une autre génération, même si elle est incarnée par un Mitterrand qui, c'est pas Mitterrand qui met au pouvoir. C'est pas mon argument, c'est pas parce qu'il y a des vieux au pouvoir, c'est que les boomers ne sont pas du tout au pouvoir. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Parce que c'est pas, ils sont trop jeunes à cette époque-là. Non, les boomers, ils sont nés à partir de 45. Oui, j'entends bien. Tu es déjà un vieux boomer. J'entends bien. Non, mais j'entends bien, mais dans les années où on parle, 70, 80, ils ne sont pas du tout au pouvoir. Ils votent. Alors on peut leur reprocher d'avoir pas voté pour des gens sérieux. Si enfin, tu penses que les gens, si tu penses que les gens de 30 ans sont des enfants qui n'ont rien à voir avec... Non, moi, je pense au contraire que ce sont ceux qui portent le pays. Ce sont des citoyens parmi d'autres. La victoire de Mitterrand, elle n'est pas liée à 80% au fait qu'il y a des boomers dans la société. Elle est liée au fait qu'il a gagné les élections dans toutes les classes de la société, de manière un peu différente, un peu moins chez les vieux et beaucoup chez les moyens, et un peu chez les jeunes. Mais il n'a pas été porté au pouvoir par une génération spécifique, c'est pas vrai ça. Est-ce qu'on peut quand même dire que votre génération... Enfin, c'est pas vrai. Non. Est-ce que la génération des boomers a le privilège de vivre mieux que ses parents et mieux aussi que ses enfants? Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais répondre là-dessus. À partir du moment où il y a eu les 30 Glorieuses, toute la génération qui est venue après les 30 Glorieuses a vécu mieux, évidemment, que celle d'avant, puisqu'il y a eu 30 ans de croissance à 5%. Mais aussi mieux que celle d'après. Oui ou non? Ça se discute, justement. Ça se discute. Parce que, reprenons la chronologie, parce que les affaires de génération, c'est quand même une affaire de chronologie, d'événements historiques et de chronologie. Bon. À partir de 1975, la société française rentre dans une période de relative stagnation économique. C'est vrai. Choc pétrolier. Pas seulement, il y a eu la stagflation. Le monde, on ne pouvait pas continuer sur je suis d'accord avec je vais aller au bout de mon raisonnement. Donc le monde entre, enfin la France, et au-delà, entre dans une période de relative crise. C'est là où le mot crise devient l'obsession du débat public. C'est la crise. Ça, c'est les années 80, 90, 2000. Et donc, à partir du moment où notre génération a commencé à être dans la vie active, donc les années 70-80, se développe un chômage de masse. C'est vrai. Chômage de masse qui fait qu'il y a 10% de chômeurs, 11, 12%. Et si on compte plus largement, avec les gens qui sont à moitié au chômage, les précaires, là, il y a un paquet énorme de gens qui n'arrivent pas à trouver un emploi qui correspond à leur volonté et à leur capacité. Et donc on nous dit, vous avez très bien vécu. Ben, oui, d'accord, enfin, sauf que moi, ça va, je m'en suis tiré. Mais il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont été obligés de se confronter à cette menace de chômage. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Pendant les 30 Glorieuses, il n'y avait pas de chômage.
On était plus pauvre, mais il n'y avait pas de chômage. Donc il y avait l'espoir, on progressait, etc. Et il n'y avait pas de sous-emploi. À partir de 75, 66, 17, 18, 19, et là, les gens se disent bon, je vais perdre mon boulot, il y a des restructurations. Est-ce qu'il faut imputer à une génération cette situation-là? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut l'imputer au capitalisme. Non, mais. Attends, il faut l'imputer au système économique et non pas à une génération particulière. Le fait que on ait ouvert les frontières, donc ça a menacé un certain nombre d'emplois traditionnels, et qu'on n'ait pas su les remplacer par des nouvelles industries compétitives, quel rapport avec telle génération ou telle autre? Non, c'est un rapport avec le système économique, avec les choix économiques qui ont été faits à cette époque-là, qui ont consisté à dire, bon, ben, on n'y peut pas grand-chose, il faut bien s'adapter à la mondialisation, à l'ouverture économique, ce que je pense d'ailleurs. Mais c'est ça qui a créé le malaise, c'est ça qui encore aujourd'hui, c'est ça qui a des effets sociaux, par exemple les gilets jaunes ou les grèves, les difficultés, ou qui a des effets politiques, en ce sens que, comme les gouvernements du centre, droit ou gauche, n'ont pas réussi à maîtriser cette situation, les gens sont tentés d'aller voir ailleurs, donc d'aller vers des partis beaucoup plus radicaux. Mais là, on sort de la discussion sur les générations, hein, parce que les gens qui votent Front National, c'est difficile de dire qu'ils sont d'une génération ou d'une autre. Les jeunes d'aujourd'hui qui disent nous, on est progressistes, on a pris conscience, oui, parce que la majorité des jeunes, soit ils votent pas, soit ils votent Front National. Donc c'est pas non plus formidable politiquement, hein, si on le compare avec ceux pour qui on votait à notre âge, nous. C'est-à-dire que cette analyse par génération est intéressante, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent plus. Et donc souvent, l'analyse est partielle, quoi, forcément. Alors, dis-moi, t'es bien gentil de rappeler que si on a eu la paix, c'est grâce à, on n'appellera pas les boomers, à la génération pouvoir, n'appelons pas les boomers, peu importe. Et puis ensuite, quand tu parles de la stagnation, ah ben ça nous est tombé dessus. Tiens donc, le chômage, la stagnation, ça nous est tombé dessus. Mais la paix, c'est grâce à nous. C'est pas vrai. La paix, je dirais qu'elle était un peu apportée par l'histoire, heureusement, on a fait l'Europe, mais que d'ailleurs, tout le monde était convaincu qu'on entrait dans une période qu'on avait un droit acquis à la paix éternelle. Et la meilleure façon, c'est qu'on a dit c'est plus possible d'entretenir des armées puisqu'il n'y a plus de guerre. Hein. Et on le voit maintenant, pour donner 3 obus aux Ukrainiens, on dit que la France aura plus du tout d'armée. Bon. Donc, je pense qu'il y a eu un climat de paix, il faut être honnête. Je pense aussi qu'il y a eu un climat économique qui était moins favorable. De toute façon, on ne pouvait pas continuer, et il ne fallait pas continuer avec une croissance à 5%, ça n'avait aucun sens. Et donc, on pouvait négocier ces difficultés. Alors maintenant, moi, je suis désolé, mais il y a des pays qui sont pratiquement sortis, des pays européens, qui sont à peu près sortis du chômage. Bon, et la France, je te le rappelle, dans les années 70, elle était parmi les meilleures. Elle n'était pas. Là, on se retrouve sur le plan du chômage, sur le plan des finances, avec les pays du Club Med. Qu'est-ce qui a fait qu'alors on était au niveau des pays, disons, scandinaves et germaniques les plus dynamiques, les plus sérieux, on se retrouve au niveau du Club Med? Ça s'est fait tout seul? Non. C'est les gens au pouvoir qui ont décidé de vivre sur la France. On ne veut pas s'emmerder pour la France. Ce qui compte, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et si on ne peut pas le faire, eh ben, on met de l'argent, on met de l'argent. Et si vous n'avez pas d'argent, vous mettez de l'argent, etc. Et ça, c'est embêtant. La procrastination, on verra plus tard, on vit. Et c'est comme ça que la France est passée de cette situation. Elle était le pays le plus influent en Europe parce que c'était le pays qui était le mieux tenu. Hein. C'est pas parce que les institutions... Pourquoi les Français étaient européens dans les années 70? C'est pour une raison simple. C'est parce que l'Europe était française.
et que les Français avaient le sentiment que l'Europe qu'on leur préparait, en plus, ce serait une Europe un peu social-chrétien, hein, quelque chose comme ça, ce que convenait assez bien. Et donc, ben, c'était très bien l'Europe. Mais pourquoi on avait cette situation? Elle n'était pas inscrite dans les traités. C'était parce que l'Europe de Gaulle, notamment, était effectivement le pays d'Europe qui était le plus fort industriellement, économiquement, qui prenait des initiatives. Bon. Et puis après, ce pays a régressé sur le plan industriel, sur le plan économique et tout ça. Et il est passé de cette catégorie des puissances dominantes aux puissances arriérées dominées. Et ça, c'est pas la fatalité. C'est vraiment la politique qui a été suivie, et je dis que c'est générationnel. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire que c'est la droite contre la gauche. Je crois que c'est fini, ce jeu. C'est une nouvelle, moi j'appelle ça génération, des gens qui sont sortis de la France gaullienne, la France dans laquelle c'était l'intérêt public qui commandait, et qui sont passés dans cette France où ce qui compte, c'est d'abord l'individu, et voilà ce qui nous arrange. Et c'est ça c'est aussi simple que ça. C'est pas la peine de se compliquer les choses. Et tous les Français, de droite comme de gauche, ont voulu, maintenant on vit tranquille, ne nous emmerdez pas. Bien. Et les hommes politiques ont suivi, de droite comme de gauche. Et c'est là que je dis que c'est un phénomène générationnel. C'est ce qui s'est passé pendant ces années. Quand on voit, par exemple, la droite prétend c'est la gauche qui, quand vous regardez la gestion de Sarkozy, Sarkozy a fait ses 300 milliards, il a fait 600 milliards de dettes en plus, et il y en a 300 qui correspondent à la crise, d'accord, on ne va pas les lui imputer, il y en a 300 qui correspondent à sa politique. Bon, et les Chirac, n'en parlons pas, j'étais tout heureux, moi, qu'on ait fait l'euro, parce que je me disais, maintenant la France va enfin être obligée de respecter les règles financières. Elle ne pourra plus faire n'importe quoi, puisque c'est l'Europe qui lui impose. Je t'en fiche, qu'est-ce qu'a fait Chirac? Et c'est Chirac qui l'a fait. Il s'est aperçu que grâce à l'euro, on pouvait faire tous les déficits qu'on veut, on n'était plus emmerdé par le marché, on se trouvait avec les comptables de Bruxelles, bon, c'est pas grave. Et la meilleure preuve, c'est que quand Strauss-Kahn a voulu profiter de ce qu'était la croissance mondiale de la fin du siècle. Hein, et il s'est dit, donc, il y avait des rentrées fiscales, il les a mis en budget. Pourquoi? Parce que c'est pour rembourser la dette. Ce qui est formidable. Mais les électeurs, les militants socialistes, ils ne voulaient pas de ça. Donc il l'a planqué. Et qu'est-ce qu'a fait Chirac? Il est venu dire, ils sont là, il y a une cagnotte, il faut la distribuer aux Français. Alors là, Jospin ne se l'est pas fait dire deux fois, hop, et on a tout claqué. Donc il y avait un accord, aussi bien de la droite et de la gauche, c'est un phénomène générationnel. La génération voulait qu'on claque le fric pour les Français qui étaient là, et on n'en a rien à foutre de ce qui sera là-dessus. Et j'ai pas entendu l'autre génération protester, hein. Oui, tu dis, c'est les boomers, donc les gens qui avaient, je vois, à chaque fois on fait des calculs sur quel est l'âge des gens, c'est les boomers qui ont empêché la réduction des déficits. Mais j'ai pas entendu non plus les plus jeunes ou les plus vieux exiger la réduction des déficits. Ils étaient d'accord. Ils étaient tous d'accord. Laisse-moi terminer. Bien sûr, c'est ce que je dis. C'est la société française dans son ensemble, à ce moment-là, c'est pas une génération particulière. Oui, mais c'est pas pareil. Oui, mais tu en déduis un réquisitoire contre une fraction de la population qui est censée tout régenter, alors que la demande de dépenses publiques et l'indifférence vis-à-vis du déficit budgétaire ou du déficit extérieur était le propre de l'ensemble de la société française, pas seulement des gens qui étaient nés à telle année ou telle année, c'est tout le monde. Mais c'est ce que je viens de dire. Non, c'est les boomers. L'affaire de la cagnotte, bien que c'est pas un phénomène de droite ou de gauche. C'est intéressant, parce que total. c'est Chirac qui dit il y a une cagnotte qui veut pas la dépense, il n'est pas boomer,
Et c'est Strauss-Kahn boomer qui dit on va peut-être économiser un Mais peu. pour moi, bien Oui, sûr mais alors, que le concept ne vaut plus à ce moment-là. Chirac est complètement boomer, il a complètement Mais non, il n'est pas né à la bonne date. Oui, mais ça n'a Mais alors, ça n'a rien à voir. Pour On va moi, désigner tous ceux qui font des conneries, c'est des boomers. Et leur âge, ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui font des bêtises, c'est des boomers. Voilà. C'est la Alors, on va dire Chirac, c'est un boomer parce qu'il fait une connerie. Non, c'est pas un boomer. Il est né avant la guerre. C'est la France des boomers qui, de droite comme de gauche, ne veut plus s'embêter, veut qu'on trouve des solutions indolores. Et il se trouve qu'elle a à sa tête, à un moment, un président de 40 ans, à un autre moment, un président de 70 ans. Je m'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est le courant. Et tu as tout à fait raison. Mais le courant est un courant général, il n'était pas générationnel. Par définition, si on parle d'une génération, on parle de tous les gens qui sont en France à un moment donné, hein, et dont certains sont dans la génération qui est plutôt au pouvoir, mais les autres sont dans le même ensemble. Je reprends. Je n'ai pas entendu, au moment où ces décisions ont été prises, que les gens qui avaient 80 ans à l'époque aient protesté plus que l'autre contre les déficits. Tout le monde était pour les déficits. Tout le monde ne voulait pas trop voir qu'il fallait faire des efforts. Donc c'est la faute à l'électeur, alors. C'est de la faute de plein de gens, il y a plein de choses, mais c'est pourquoi focaliser sur les gens qui avaient à l'époque, je ne sais pas quel âge, uniquement cela, alors que c'était une décision prise par tout le monde. Mais prise par les électeurs, qui votaient pour des gens qui ne réduisaient pas les déficits. Mais ça se comprenait parce que. Mais attends. Pourquoi on acceptait les déficits aussi? C'est parce qu'il fallait aussi investir dans l'éducation, investir, je sais pas, dans la police, dans l'armée. Je dis, on n'a plus d'armée, c'est pas vrai du tout. En Europe, l'armée est plus faible que dans d'autres pays. Enfin, la France, par rapport aux autres pays, a une armée plus forte. Une armée plus forte. Quand tu dis on a envoyé 3 pétoires aux Ukrainiens, pas du tout. On leur a envoyé les canons les plus modernes, qui sont beaucoup plus modernes que ceux des Russes, et ce qui a permis aux Ukrainiens de taper sur les troupes russes qui étaient trop avancées à Kherson. Donc on ne peut pas dire qu'on est nul en matière de militaire. Et je te rends le papier dans Le Monde, pas il y a 2-3 jours, et qui faisait constater que ce qui est... Parce que, évidemment, ce genre de phénomène que je décris pour la France correspond un peu à ce qui s'est passé dans le monde occidental. Hein. Et pour ce qui est d'avoir maintenu une armée, on a essayé de renier le plus possible. Hein. Il n'y a plus de guerre, on s'emmerde avec de la défense. C'est Toute l'Europe a pensé ça. La France est le seul pays, d'ailleurs c'est pas compliqué, depuis 50 ans, il y a un pays dont les soldats ont toujours au moins un soldat à tirer, c'est la France. Il y a tous les autres pays dans lesquels aucun soldat n'a tiré pendant 50 ans sont les autres pays d'Europe. Hein? Donc, mais l'armée française, on le sait, était une armée qui est devenue tellement, on réduisait les crédits tout en lui imposant des choses. L'armée française est la seule armée européenne, la seule capable de faire des interventions, mais face à une vraie guerre dans laquelle on se bat avec des armes classiques, etc., tout le monde voit que, et la France, et l'Amérique, et les autres pays européens, nous n'avons simplement pas les munitions, et le seul fait de fournir donc épuise nos ressources, c'est un fait, tout le monde le dit, et on comprend très bien pourquoi. Pourquoi se faire des stocks de munitions énormes alors qu'il ne peut plus y avoir de guerre, on a le droit à la paix perpétuelle? Je peux répondre? Oui. Moi, je suis là en touriste, ils débattent très bien tout seuls. Alors, puisqu'on parle de choses militaires, l'appareil de défense français a été remanié sous Chirac et sous Sarkozy. Pourquoi? Parce que, d'abord, on a l'arme nucléaire. On a déjà une défense, que n'ont pas les autres pays européens. Les Anglais en ont, mais au moins on a l'arme nucléaire avec ces sous-marins qui sont une menace grave contre les pays qui voudraient nous attaquer sur notre sol. Et on s'est dit, bon, sur notre sol, ça va, on est à peu près protégé, grâce à l'arme nucléaire et grâce à nos alliances, parce qu'on est quand même dans l'OTAN, on est quand même dans l'Alliance Atlantique. Donc si jamais on était attaqué sur le plan terrestre,
c'est l'OTAN qui répondrait, selon la France. Mais la France a ajouté à cela l'arme nucléaire, premier point. Et deuxième point, l'analyse, on peut dire, si on est très savant et très devin, que c'était une analyse fausse et que ça n'allait pas se produire, etc. L'analyse était qu'il fallait avoir une armée capable de se projeter loin. Notre armée est fantastique. Une armée capable de se projeter loin, c'est pas une absence d'armée, comme tu as l'air de le dire. Ça veut dire qu'on a des troupes d'élite, ça veut dire qu'on entraîne des gens, on a des divisions, on a des avions, on a besoin des Américains pour certains transports, on a besoin des radars, etc. Enfin bon, c'est qu'on n'est pas nul, au contraire. On est intervenu en Afghanistan, on est intervenu en Irak, on est intervenu au Mali, on est intervenu en République du Congo, enfin, pas au Zaïre. Il n'y a que la France. Ben oui, alors, non, mais alors, on ne peut pas dire que mais je dis pas gouverné par une bande d'irresponsables, plus ou moins 68 ans, babacool, qui sont les baby boomers, on n'a pas d'armée, c'est pas vrai, on a une armée. Alors, on ne peut pas imputer aux mêmes. Si on a une armée, c'est que la population l'a accepté, quand même, pour le coup. Et donc, y compris les boomers. Et d'ailleurs, les boomers, les intello-boomers, une partie d'entre eux en tout cas, ils ne sont pas du tout pacifistes. Hein. Quand vous prenez les campagnes qui ont été menées au moment de la Bosnie, par exemple, par BHL, Glucksmann, Finkielkraut, c'est des boomers types, ces gens-là. Ils ont plaidé pour l'action militaire. Et Kouchner, il était même un peu caricatural. Il y a même des boomers estampillés qui ont reproché à Chirac de ne pas s'être... Bien sûr. De pas s'être... Et de s'être opposé à l'intervention américaine en Irak. Donc c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Dis-moi, il est formidable, parce que tu as eu trop l'habitude de corriger les articles qu'on t'a envoyés et de rajouter les passages oubliés. Parce que je voudrais que tu me montres où, dans ce livre, je mets en cause la politique militaire de la France. Non, mais il n'y a pas une ligne. Je réponds à ce que tu viens de dire. Et je dis, on n'a plus d'émission, c'est un désastre militaire, mais pas du tout. On découvre les limites. Parce qu'on a voulu à la fois toucher les dividendes de la paix, c'est-à-dire réduire les budgets militaires, et en même temps avoir une armée. Et nous avons gardé une armée opérationnelle, la seule armée européenne qui est capable de faire des interventions, tout ça, et qui est une armée formidable. Et c'est vrai, il n'y a pas un mot contre ça. Simplement, nous n'avons pas voulu à la fois avoir une armée qui puisse intervenir, mais aussi une armée qui pourrait être une armée il fallait prévoir que Poutine allait attaquer en Ukraine, François. Pardon ? Il lui fallut prévoir effectivement qu'il y a 30 ans, parce que les programmes militaires c'est sur 30 ans. Mais il y a 30 ans, on aurait dû avoir l'idée, mais si Poutine nous attaque, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est vrai, on n'a pas eu l'idée de ça. C'est une surprise. Je ne le reproche pas. Bah si. Ne me fais pas le reproche de reprocher ce que je ne reproche pas. Il y a déjà suffisamment de choses dans ce livre. Il ne faut pas que je parle aussi des choses qui ne sont pas dans le livre. Si on veut laisser aux personnes qui sont venues ce soir la chance de poser 1, 2, 3, voire 10 questions, je voudrais juste vous en poser une, moi, pour peut-être clore le débat en tant que tel et ensuite permettre à certaines questions d'être posées. Juste une question. Est-ce que ce que la France, boomer, pas boomer, n'a pas fait entre 70 et 2020 et qu'elle aurait dû faire, selon vous, François de Closets, un autre pays l'a fait, aurait pu nous servir d'exemple, et si oui, lequel et sur quel sujet? C'est tout simple. La France des années 70 était le pays qui avait la position, disons, le plus de prestige, d'influence, le pays dominant en Europe, et qui se trouvait avec les pays scandinaves, les pays germaniques, qui sont des pays qui, tant sur le plan industriel que social ou économique, étaient des pays et des résultats. Ça veut pas dire que ils auraient dû nous servir d'exemple? Non, ça veut dire qu'on devait rester là, c'est notre place. Mais ce qu'ils ont fait entre 70 et 2020, on aurait dû les bien imiter. sûr, mais je prends qu'un exemple tout bête. À la veille de la 19, disons, la plupart de ces pays n'ont plus de chômage. Et nous avons un chômage de masse. Mon Dieu! Il est en train de baisser quand même. On aurait dû les imiter? Non, depuis Hollande, il baisse. Depuis, non, Ah bah oui. on essaye de le faire baisser
et on se réjouit parce que On est à 7% au lieu d'être à 9%. Ces pays sont au plein emploi depuis 10 ans. Bon. Sur le plan du commerce extérieur, explique-moi pourquoi nous nous sommes effondrés dans nos échanges avec ces pays. On a des milliards de déficit avec la Hollande. Il faut tout de même voir, je ne fais pas de comparaison stupide avec je ne sais quel pays lointain, je prends la situation de l'Europe qui va de pays très dynamiques à des pays à la traîne. Alors, je sais bien, en Europe, c'est merveilleux, on a la Grèce. On n'est jamais les derniers, il y a toujours la Grèce qui fait pire. Ok. Mais en attendant, il y a quand même les pays du Club Med, il y a les pays de tête. Nous étions là, nous sommes passés là. C'est vrai pour le chômage, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour les équilibres financiers. Bon, et je ne vois pas que nous ayons subi pendant cette période, nous Français, des catastrophes abominables qui auraient épargné ces pays. Nous avons été sur le même bateau, nous avons fait la même traversée. On aurait dû s'inspirer des pays scandinaves, Mais je ne sais pas, je dis qu'on pouvait avoir ce résultat. On pouvait faire disparaître le chômage. Il ne faut pas nous dire que le chômage en France, ah ben oui, mais le chômage est arrivé. C'est pas vrai. C'est notre politique. C'est la préférence française pour le chômage. On sait très bien. Bon, donc, il ne faut pas tout à coup nous exonérer. Alors, moi, je dis que c'est toute la génération, c'est-à-dire tous les gens qui ont été en France à ce moment-là, hein, et je mets génération pour ne pas dire que c'est uniquement la droite, c'est uniquement la gauche, c'est uniquement les syndicats, c'est uniquement le patronat. Non, c'est la France. Laurent Geoffrin a fait le choix de financer le chômage. Non mais, d'abord, je trouve que autant il est vrai qu'il y a des pays qui ont mieux réussi que nous, c'est vrai, bien sûr. Les pays scandinaves notamment, et les Allemands, les pays du Nord, en fait. Mais par contre, on est en milieu de tableau européen. Alors, pas pour les résultats. En termes de pouvoir d'achat, de niveau de vie, d'influence, on est en milieu de tableau, c'est vrai. Les Anglais n'ont pas mieux réussi que nous. Pourtant, ils avaient des dirigeants très musclés et très peu droitiers, quoi, on peut dire. Thatcher et les autres conservateurs, bon, ils sont pas très bien, ils ne sont pas mieux sortis que nous, quoi. Et quant aux Espagnols et aux Italiens, bon, ça dépend des moments, mais ils sont plutôt derrière, ou ils sont au même niveau que nous. Et le fait qu'on ait baissé dans les classements mondiaux tient aussi au fait que des pays, mais plus lointains, ont bien réussi. Que de l'Europe. Ben, parlons que de l'Europe, on est en milieu de tableau. C'est pas glorieux, mais pas non plus une catastrophe. Ça dépend sur quel critère. En 1970, personne n'aurait pensé à nous mettre au niveau de... Je ne crois pas qu'on était devant les autres. Hein. Les Scandinaves étaient déjà plus riches, les Allemands étaient plus riches déjà, à l'époque. Ah non. Et n'oublie pas qu'en 2000, je ne parle pas en 1970, en 2000, on était au niveau de l'Allemagne. Et nos échanges commerciaux étaient équilibrés. En 2000 ? Mais bien sûr. Oui, c'était rééquilibré grâce à Jospin. Grâce au recul de la réunification pour l'Allemagne, je veux être honnête. Bon, mais... Enfin bon, on n'est pas non plus devenu un pays du tiers-monde, il ne faut pas exagérer, ça va, on est... tant qu'on ne nous fait pas payer nos dettes... Attends, François... On a même les moyens d'organiser les Jeux Olympiques bientôt, donc... Non mais, on a l'impression que c'est une catastrophe absolue. On est dans un pays riche, où l'administration fonctionne, il y a 1000 crimes par an, et on nous explique que le pays est à feu et à sang, c'est-à-dire 1000 crimes par an, c'est-à-dire beaucoup moins qu'avant, et on a un énorme problème d'intégration sociale et culturelle de l'immigration, ça c'est vrai, mais on ne peut pas décrire, comme le font une partie des gens de la classe politique, d'ailleurs à l'extrême gauche et à l'extrême droite, consistant à dire que la France est un volo, qu'on est par terre. C'est pas vrai. C'est mentir. C'est pour essayer de justifier des politiques très particulières qui disent ça. Pourquoi le Front National dit qu'on est en plein déclin, etc. C'est parce qu'ils ont un agenda politique qu'ils veulent imposer. C'est un agenda nationaliste qui va nous sortir de l'Europe, qui va être impitoyable avec les immigrés, quitte à sortir des conventions internationales. C'est pour ça qu'ils disent ça. Il ne faut pas se laisser prendre comme ça
le discours catastrophiste qu'on entend Je veux- du côté de Mélenchon ou du côté de Le Pen. Je veux C'est- bien c'est- entendre M. Mélenchon nous expliquant que tous les problèmes peuvent se résoudre, pourvu qu'on augmente les dépenses de 250 milliards ce que je viens de dire. Et si on le fait, figurez-vous C'est ce que je viens de dire, nos François. recettes augmenteront de 278 milliards. C'est Donc, ce que je viens de dire. C'est que Ouais. Bon, madame, Mélenchon fait vous êtes d'accord. un tableau apocalyptique pour justifier une politique qui, à mon avis, est catastrophique. Donc, voilà, on est d'accord là-dessus. Si je résume, pour vous, François de Closet, c'est pas terrible, et pour vous, Laurent Geoffrin, c'est mieux que si c'était pire, hein, on va le dire comme ça. Mais non, c'est que le discours catastrophiste, pas celui de François, mais c'est des gens qui veulent imposer des choses. Oui, bien sûr, il y C'est a pas un une pensée diagnostic politique, objectif. on a bien compris. Je dis pas ça pour être entre la poire et le fromage ou entre chèvre et chou, c'est pas ça. Je dis, mais, on ne peut pas dire que l'état de l'économie française et de la société française est un désastre, c'est pas vrai. comme tu ne regardes pas la balance inexact. commerciale, c'est pas ça. Non, mais d'accord, il y a si la- tu regardes je la sais, balance je connais, commerciale, bien sûr. c'est pire que tout ce qui s'est passé en 2000 ans. Est-ce que vous voulez bien répondre à certaines questions s'il y en a Oui. dans la salle? Alors, question courte et réponse si vous pouvez, courte également. Voilà. Comme ça, il y aura un maximum de Il faut questions. lui demander à lui. Allez-y, monsieur, présentez-vous et puis. Oui, Jean Alessian. Je n'ai pas lu votre livre, mais d'après tous les échos que j'en ai eus et les extraits que j'ai pu voir, reprocher à cette génération de boomers, je ne veux pas rentrer dans les débats Ah oui, non. qui me disent ça. Moi, je vous rassure, moi je suis de ça, 42, donc entre les deux. Hein. Donc, Question courte. vous reprochez à ce que vous appelez les boomers d'avoir pratiquement, de s'être bien servi et d'avoir conduit à la ruine la génération qui suit. En grosso modo, c'est ce que j'avais retenu. Et moi, ça m'a fait sauter sur mon siège parce que d'abord, les boomers, la situation qu'ils ont, ils ne l'ont pas volée. Hein, ils ont quand même travaillé pendant une part période. Et en revanche, je suis d'accord pour leur reprocher une chose, c'est d'avoir été non pas malveillant envers les générations suivantes, mais trop bienveillant. Et je vois ça à travers trois phénomènes. Un, la disparition de l'esprit civique. Deux, la détérioration de la valeur travail. Trois, la disparition de l'autorité. Les boomers Vous ont été trop. réunissez les trois et vous avez la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans ou non? Bon, on se met d'accord d'abord hein, que la disparition de la valeur travail, de l'esprit civique et de l'autorité soit la catastrophe de base qui explique tout le reste pour notre pays, c'est ce que je pense, et c'est ce que je traduis dans le fait qu'au lieu de mettre les Français au service de la France, on a décidé que désormais c'était l'individu qui était roi et il fallait mettre la France au service des individus. Alors là-dessus, je ne peux que complètement vous approuver. Une seconde. Mais Regardez ce qu'est le service civique qui a été mis en place. Un service civique, c'est pour que le jeune rende service au pays. Si vous regardez comment ça se passe, c'est un service où on cherche comment rendre service aux jeunes. Voilà, je m'arrête là parce que je vous ai interrompu, etc. alors, écoutez, dans tout ça, finalement, il y a une chose dont on n'a pas parlé. Si vous regarderez, il y a une particularité dans ce livre. J'ai des propositions. Vous avez 5 pages. Grise. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où je fais des propositions. Pourquoi? Parce qu'on avait le temps d'en parler, mais ce qui est fondamental dans notre société, c'est le vieillissement. Ça n'a jamais existé. Aucune société n'a... Et le vieillissement, ça veut dire qu'on doit faire face au fait qu'arrivent des sociétés. Alors, en un premier temps, le vieillissement, c'est très simple, on vit plus longtemps, en pleine forme, en pleine santé, En jusqu'à France, c'est pas en pleine 80 ans. forme. Là, on est très content. C'est très simple. Tout ce qu'il faut, c'est payer les gens. Alors là, les gens ont décidé qu'à 60 ans, ils devaient se reposer. C'est scandaleux, c'est aberrant. On a à 60 ans 15 ans d'espérance de vie en pleine santé. Bah, sauf
ceux qui ont fait un travail pénible, la retraite des ouvriers et de ceux qui ont fait des métiers pareils, c'est 60 ans, aucun doute, les autres au boulot. Et comme on n'a pas voulu le faire, on ne peut déjà plus payer. Je vous signale qu'en France, la vieillesse pèse 4 points de plus, c'est-à-dire à peu près 75 milliards de plus payés par les actifs pour les retraités, parce qu'il n'y a pas un pays au monde où la retraite se fait si tôt. Vous savez, dans ces pays arriérés que sont les pays scandinaves, on prend sa retraite à 68 ans, 67 ans. Bon, mais ce sont des pays affreux, hein. Les pays scandinaves, comme on sait, nous avons tout à leur apprendre. Donc, et là je dis oui, que c'est la génération qui était au pouvoir, dans la boomer ou pas, qui s'est aménagée tout d'un coup l'âge senior de façon scandaleuse sur le dos de ses enfants. Et maintenant, ce qui nous arrive, ce qui va nous arriver là d'ici 2030, c'est que cette génération des boomers, hein, elle arrive maintenant, non pas à 60 ans, à 60 ans elle demande une pension, on lui donne de l'argent, puis elle se débrouille après, elle arrive à 80, 90. Et là, c'est plus seulement de l'argent qu'il faut. C'est aider des gens qui veulent rester chez eux, qui deviennent impotents, qui deviennent séniles, qui doivent être assistés en permanence. Et c'est ça qu'on a devant nous. Alors, juste une chose, pour bien vous réaliser ce que veut dire ce problème. On a fait des études en prenant l'état social de la France, les droits des uns des autres, les systèmes, et en prenant la structure démographique de la France aujourd'hui, on voit le résultat, et en transposant dans la structure démographique qu'aura la France en 2040. Le coût de l'État social va augmenter de 100 milliards. C'est-à-dire que nous avons devant nous une transition démographique qui va coûter autant que la transition énergétique. Et c'est tout ça que nous ne voulons pas voir, que nous n'avons pas voulu voir. On savait très bien sur la retraite à 60 ans, pour tous, que c'était intenable. Toutes les prévisions démographiques étaient sur la table. Il fallait faire la retraite ouvrière. Ça, c'était la grande réforme sociale. La réforme, les 60 ans pour tous. Et je dirais simplement, j'adore voir aujourd'hui M. Mélenchon venir dire que, passé 60 ans, on est épuisé, on ne veut plus travailler, faire travailler des gens de 60 ans, quelle horreur! Quel âge vous avez, monsieur? 71 ans. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux diriger la France pendant 5 ans. Et ça fait rire personne. Et tout le monde, bien faux cul, dit « Ah oui, quand même, à 60 ans, on n'en peut plus, il faut se reposer. » Et donc, juste pour terminer, ce que je propose, pour résoudre ce problème, vous voyez ce qu'on a devant nous, 2,5 millions de vieux, seuls, chez eux, sombrant dans le malheur, et qu'il faut aller rechercher, qui nous coûtent un fric fou, et qui sont malheureux. Eh bien, je dis, vous voulez prendre votre retraite à 60 ans? D'accord. Mais alors, vous devrez participer à un service civique, un peu à l'image des pompiers volontaires, vous voyez, qui ont une formation et qui sont disponibles. Et donc, on vous dira, d'accord, maintenant, il y a telle et telle personne, vous avez appris comment on s'occupe des personnes âgées, vous allez aller voir madame Untel, vous allez voir monsieur Untel, comme ça, et vous, donc, c'est aux seniors qu'il appartient désormais de prendre en charge les plus vieux, comme ils seront ensuite, 10 ans après, à leur tour pris en charge. Si on ne met pas sur ce plan un système comme ça au point, sachez que nous n'avons pas d'argent, et ni encore moins les hommes, pour empêcher que tous nos vieux dépérissent. Et si vous voulez aller voir, on a tous les exemples dans les pays scandinaves où ils ont pris correctement en charge le vieillissement. Nous n'avons pour le moment à peu près rien fait, et c'est un problème de solidarité entre les chaînes, entre les générations. Et là, c'est vraiment les générations.
Et si on ne veut pas le faire, eh bien, nous aurons des vieux beaucoup plus malheureux et qui nous coûteront plus cher, parce que des vieux, plus ils sont malheureux, plus ils coûtent cher. Parce qu'ils deviennent impotents, ils deviennent séniles, etc. Et on sait que si on les encadre, eh bien, on peut l'éviter. Monsieur, une question? Oui, parce que une question à M. de Closet. Michel Smagler, journaliste retraité, est-ce que dans votre analyse des boomers, est-ce que vous avez repéré à un moment donné un héritier, quelqu'un qui serait capable de remettre les Français au service de la France? Et à ce moment-là, est-ce que vous auriez un nom à proposer hier, aujourd'hui ou demain? Qui est le futur général de Gaulle, en gros, c'est la question. Voilà. Exactement. Le général de Gaulle est mort. Mais Et là, je pense que le personnage jaillira de l'événement et que il ne va pas apparaître comme ça avant l'événement. C'est lorsque nous serons au maximum des crises, et nous avons devant nous des crises et qui sont, alors là, des crises biologiques et écologiques, qui sont des démographiques, écologiques, elles sont devant nous. Hein, 100 milliards en plus de chaque côté. Qu'en pense l'historien? C'est l'événement qui va nous faire jaillir l'homme? Mais moi, je conteste cette idée que la formule est plaisante et bien trouvée, mais que avant, les Français étaient au service de la France, maintenant la France était... Non, je ne crois pas que le sens civique ait disparu. Pas vrai du tout. Les gens Il y a plus d'incivisme, oui ou non? Il y a plus de délinquance. Oui. Même d'incivisme? L'incivisme, qu'est-ce que c'est voilà, Le comportement incivique? D'incivilité. Oui, d'incivilité. Oui, ça c'est vrai. On a un problème urbain de l'intégration des classes défavorisées, ça c'est vrai, oui. Mais globalement, dire que les Français maintenant se foutent complètement de la France et qu'ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, d'abord, c'est un peu bizarre dans un pays qui accepte des taux de prélèvement obligatoires au profit des autres, de plus de 50%. On a les taux de prélèvement obligatoire dans l'imposition, égaux à ceux des pays scandinaves. En principe, les dépenses collectives, c'est plutôt de l'ordre de la solidarité ou l'action collective plutôt que l'hédonisme individuel. L'hédonisme, on peut peut-être le situer chez les bénéficiaires de cet État-providence. Enfin, il est financé, il est déficitaire. Grosso modo, il est quand même financé. Tout n'est pas financé sur les dettes, c'est pas vrai ça. Il y a des déficits à droite à gauche. Vous payez des impôts, moi aussi, et quand vous regardez l'addition, c'est quand même assez lourd. Il n'y a pas de fuite devant l'impôt. Il y a des gens qui partent à l'étranger pour payer moins d'impôts quand ils sont très riches. Mais est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Pas sûr. Et par ailleurs, je constate qu'on fait un service civique volontaire, et il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Donc si les gens n'avaient aucun civisme, le service civique volontaire, il n'y aurait personne. C'est aussi parfois parce que le marché de l'emploi est un petit peu... Les gens qui veulent se... Oui, ça joue aussi. Mais les gens qui veulent, par exemple, être au service des autres, les pompiers, les policiers, les professeurs, les gens de service public, il y en a plein. Ce n'est pas des gens égoïstes. Les infirmières, ce n'est pas des personnes égoïstes. Il y en a beaucoup en France, des infirmières quand même. Il n'y en a pas assez, mais il y en a beaucoup. Et des gens comme ça. Et dans les ONG, il y a beaucoup de monde. Quand on est dans une ONG, on ne travaille pas pour soi. On a le plaisir de pouvoir se dire « je suis utile à la société ». Donc c'est une forme d'égoïsme au second degré. Enfin, c'est quand même des gens qui s'occupent des autres, quand même. Donc, nous expliquer, c'est le discours de la décadence morale. Les gens n'ont plus de morale aujourd'hui, on entend ça depuis les Romains. Hein. Les gens n'ont plus de morale aujourd'hui, les valeurs ont disparu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On peut dire que c'est différent, que c'est pas exactement la même chose, etc. Les soldats qui vont se faire tuer au Mali ou je ne sais où, il y en a pas mal quand même. C'est des gens courageux, c'est des gens qui sont au service de la France. Et l'école, les policiers, ils sont au service. À l'école, on oui, constate que c'est quand même un bon baromètre. Les professeurs qui sont dans les quartiers difficiles, allez-y, vous allez voir ce que c'est. Oui, justement.
En termes de respect, Mais ils y vont. pas forcément exemplaire. Alors, ils ne sont pas respectés par une partie des élèves, ça c'est autre chose. Mais on dit, on a mis la France au service des Français. C'est pas vrai des professeurs. Les professeurs sont au service de la France, Bien sûr. de la société française en tout cas. Mm. Et les médecins aussi. Cette formule est comment dire, consiste à dire, avant c'était formidable, aujourd'hui c'est une catastrophe. Je pense que cette analyse est simpliste. Alors, une question très rapide et une réponse qui doit l'être aussi, sinon je vais faire Hélène Kunichevski, moi je suis à la retraite, je me sens un Allez-y. petit peu concernée. Question. Voilà. Bonsoir, cher François. Bonsoir. Désolée d'avoir été en retard. Bon, j'avoue que nous, on a tous adoré votre toujours plus à l'époque, parce que précisément, vous mettiez le doigt sur chaque catégorie qui était concernée par un certain nombre d'exagérations, d'abus, etc., de profit, voilà, de profit non mérité. Bon, et maintenant, je ne comprends pas comment vous pouvez affirmer que toute une génération entière, quel qu'il soit, quoi qu'ils aient fait pendant tout ce temps-là, quels que soient leurs engagements, les différentes politiques communes, pourquoi c'est globalement égalité entre toute cette génération-là qui tout d'un coup vous jetez l'anathème dessus comme des criminels qui n'ont rien fait, mais les gens ont travaillé, mais il y a eu des évolutions politiques, l'avènement du socialisme en France, je suis désolée, c'est pas une vieille réa qui vous parle quand même pas du tout, moi je viens d'un milieu de gauche, voilà, mais franchement, quand on a commencé à dire à chaque fois que le pouvoir socialiste arrivait en France qu'il fallait donner un nouvel avantage, c'était ça, hein, demain, vivement demain, vivement demain, vivement demain, etc. Il y avait de grandes propositions qui étaient faites aux Français qui les acceptaient, hein, on le sait tous, hein, la retraite à 60 ans, les 5 semaines de congé, etc. François Hollande, la première mesure qu'il prévoyait pour se faire élire quand il a été élu président de la République, c'était l'augmentation des allocations de rentrée scolaire, je me souviens. Et c'était ça qui le faisait élire. Et augmentation tout de suite, là, en septembre en l'occurrence. Et la question donc Voilà. Donc la question est comment vous pouvez affirmer, est-ce que vous avez trouvé beaucoup d'adeptes, voilà, qui croient en ce que vous venez d'expliquer, en la responsabilité totale d'une génération. Je trouve ça d'une génération entière, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire tout a été nul. Tout ce qui a été fait par cette génération est nul. C'est très choquant, je ne sais pas, c'est assez révoltant même, non? tous pareils. Tous pareils, il n'y a pas de différence, il n'y a pas eu d'action à un moment donné. Vous avez fait beaucoup de radio, François de Closet, Il y a essayez de eu. répondre en 1 minute. Écoutez, la réaction que vous avez, c'est la réaction que j'ai eue. Maintenant, je vais vous dire, chacun de mes livres, j'ai eu une catégorie qui a hurlé, même les puristes, quand j'ai fait un livre sur l'orthographe, à chaque fois, j'ai eu toute une génération que je me suis mise à dos, donc j'ai cassé le rétroviseur parce que vraiment, j'avais trop de gens derrière moi qui ne supportaient pas. Je constate des phénomènes généraux et je constate surtout que d'avoir fait croire aux Français que de donner de l'argent à crédit, c'était un progrès social, alors que c'était sur le dos de nos enfants qu'on faisait ça. Et pour moi, la retraite à 60 ans, pour tous, c'est une ignominie. Ça a déséquilibré tout notre système social. Aujourd'hui, c'est les retraites qui, en France, font que nous avons les plus hauts taux de prélèvement et en même temps des services publics sous-équipés. Pourquoi? Parce qu'il y a 75 milliards de trop que l'on prélève sur les actifs pour donner aux seniors, parce que effectivement, boomers se sont préparés une retraite en or, alors qu'avant, les vieux étaient très malheureux. Je vous signale qu'aujourd'hui, tout de même, il y a 3 fois plus de pauvres chez les jeunes de 30 ans que chez les vieux de plus de 60 ans. Bon, et c'est les boomers qui se sont préparés cette chose. Simplement, ils n'ont pas prévu le 5e âge qui va arriver, et qui est des problèmes épouvantables. Donc, si vous voulez, je pense que toute la France a voulu profiter du fait qu'on avait, et c'est pourquoi je vous dis, c'est parce que nous avons eu 50 ans sans catastrophe que s'est produit cette dérive, et non pas bien que. C'est ça. Et les Français
ont trouvé qu'après tout, et du moment qu'on peut y aller, et on claque de l'argent, et on fait croire qu'on résout les problèmes en distribuant de l'argent, et aujourd'hui, ce qui se passe avec un gouvernement qui nous dit-on, on ne sait pas s'il est de droite ou de gauche, ce que je sais, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, il le résout avec de l'argent. Et de l'argent pris à crédit. Moi, je sais que c'est très agréable de vivre à crédit. C'est très agréable parce qu'on est en apesanteur. Tous les problèmes se résolvent. Mais voyez-vous, il y a deux façons d'être en apesanteur. Ou on est satellisé, hein, et on tourne tout le temps, donc c'est pas grave. Ou on est en chute libre et à l'arrivée on se cassera la gueule. Je pense que la situation actuelle n'est pas une situation stable de stabilisation, c'est une situation de chute libre. Merci François de Closet. Laurent, je ne vous donne pas la parole, mais j'imagine que vous n'étiez pas d'accord. J'ai l'habitude. Non, bah, c'est assez nul. Ou alors 30 secondes. Non, c'est news, il me laisse parler. Non, mais oui, évidemment, sur l'histoire de la retraite à 60 ans, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Et d'ailleurs, j'allais dire, vous montrer l'exemple. Oui, parce que vous travaillez. Voilà, oui, je travaille toujours. Je travaille vous avez plus de 60. Je travaille plus qu'avant. Mais bon, j'imagine que vous, par ailleurs, en tout cas pour les personnes qui ont fait des métiers difficiles, vous êtes évidemment, voire pour tous, mais là pour la retraite à 60 ans. On est dans 15 secondes. On n'a pas arrêté de réformer le système de retraite pour renier les avantages des retraités. Il va falloir encore le faire. Bon. Peut-être pas assez, mais on l'a fait. Bon, ben on refera un débat sur les retraites s'il le faut. C'est Isabelle Baudet qui s'en chargera. Je suis sûr qu'elle trouvera de bons intervenants. Et je suis même prêt à revenir, Isabelle, pour rendre service. Je rappelle quand même le titre de votre livre, François de Closet, La parenthèse Boomers. Voilà, c'est chez Fayard. Et je vous remercie tous les deux.